C'est un travail à partir du tableau de Jacopo di Barbari, qui date de 1495 et qui représente le mathématicien Luca Pacioli, qui étudie un théorème d'Euclide. Et derrière lui se trouve un personnage dont on ne sait pas exactement qui il est. Enfin, avec certitude, il y a eu des hypothèses, mais la plus probable, c'est que c'est le duc d'Urbino à qui le tableau aurait été destiné. Face à Luca Pacioli, il y a cette figure très énigmatique qui pend dans ne sait où. On ne sait pas très bien si on est dans une chambre ou si on est à ciel ouvert. Et c'est un polyèdre dont on se demande s'il n'aurait pas été peint par Léonard de Vinci. Donc c'est un tableau plein de mystères, et même la signature, donc le petit cartel, est à moitié caché par une mouche. Et voilà, donc c'est autour de ce tableau que ce livre essaie de tourner, et avec ce tableau qu'il essaie un peu de s'amuser, mais tout en s'intéressant à des choses assez sérieuses, comme puisque c'est de ça dont il est question dans le tableau, le nombre d'or, la divine proportion, etc. Bon, ce qui m'intéresse toujours, comme c'était le cas dans le précédent livre sur les anamorphoses, les Isusi, c'est comment on n'est jamais sûr de voir ce qu'on voit, et comment, en se déplaçant très légèrement, on ne voit plus exactement la même chose, et que donc on n'est jamais vraiment assuré de ce qu'on voit. Et là, ce qui m'a fasciné, ce qui me fascine depuis toujours dans ce tableau, c'est aussi les regards de Luca Pacioli, qui a vraiment un regard de fantôme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'il voit, ce qu'il contemple. Si on regarde bien, on n'est pas sûr qu'il vise le polyèdre. Peut-être qu'il contemple Euclide, c'est-à-dire qu'il remonte très loin dans le temps, fasciné qu'il est par son maître en mathématiques. Et de même que cette espèce de personnage qui est derrière lui regarde, mais quoi? Est-ce qu'il fixe le peintre? Est-ce qu'il regarde autre chose? On ne sait pas trop. Et donc il y a des histoires de regards qui se croisent, ou plutôt qui ne se croisent pas, parce que leurs deux regards se croisent à aucun moment. Et ce qui m'a intéressé beaucoup aussi par rapport aux anamorphoses, c'est que longtemps avant, parce que les premières anamorphoses c'est au début du XVIe, je crois me souvenir, et que ce tableau date de 1495, c'est comme si c'était une préfiguration des ambassadeurs de Holbein, c'est-à-dire que on a là deux hommes derrière une table, bon, pour les ambassadeurs c'est devant, avec des instruments de science, et l'un est un moine, prêtre, je ne sais pas la différence, et l'autre est dans le monde temporel, et exactement comme de Selve et d'Inteville dans les ambassadeurs de Holbein. Donc deux hommes, un on pourrait dire sublunaire et l'autre supralunaire, ces instruments scientifiques, et pour essayer de mesurer le monde, et cette espèce de, je sais pas, de vanité, voilà, c'est comme si ce tableau préfigurait ce tableau le plus célèbre des tableaux à anamorphose, puisque au sol des ambassadeurs se trouve un crâne qui se redresse et qui suggère que tout ça est vanité. Ce qui m'intéresse, c'est quand soit un livre, soit une image suggère qu'il y a une autre scène derrière, qui est très proche, mais qui n'est pas pas une scène métaphysique du tout, mais
quelque chose qu'il faut décrypter, comme s'il y avait une interférence, quelque chose qui vient en réalité déranger ce qu'on voit. Et dans ce genre de tableau, dans ce tableau, c'est bien évidemment le cas. C'est-à-dire qu'on a plusieurs couches. Il y a la science, il y a la compréhension. En même temps, dans cette science-là, il y a quelque chose qui ne relève pas tout à fait de la science, qui est le nombre d'or, la divine proportion, qui est un des livres écrits par Luca Pacioli. Tout ça se mélange dans une espèce de cosmogonie étrange. C'est ça qui m'intéresse toujours, c'est d'aller voir les subphénomènes, les petites choses qui traînent par derrière ou à côté de la scène, de celle qu'on croit voir. C'est vrai que Luca Pacioli tient ce bâton comme... et il pointe donc sur le tableau le théorème d'Euclide. On dirait un sixième doigt, comme si ça faisait partie de lui-même. Il y a une espèce de circuit branché, comme si tout le tableau était, à mon avis, électrique, c'est-à-dire que tout est branché. Il y a cette espèce de longue chaîne, il y a Euclide à Alexandrie, dans l'Antiquité, en télépathie avec Luca Pacioli, et son bâton qui relié au théorème, et derrière, un peu débranché quand même, il y a ce duc d'Urbino qui est pourtant là et dont on ne sait pas exactement quelle est la fonction. Et ce bâton, oui, ce bâton est comme un sixième doigt, comme une fibre optique, comme un bâton magique, oui, qui permet cette circulation du flux, du savoir, de la connaissance, de la folie aussi. Il y a une reproduction du tableau, mais qui n'est pas donnée telle qu'elle, c'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur d'une image que moi j'ai faite. Je l'ai voulu comme ça parce que ce livre n'est pas un livre d'histoire de l'art ou un livre de critique, c'est plus un livre, c'est un texte littéraire qui joue avec ce tableau, en même temps qui joue en le respectant absolument, c'est-à-dire qu'il ne veut absolument pas le trahir. Et donc il est plus juste pour moi que ce tableau apparaisse dans une de mes images. Maintenant il y a d'autres images parce que il se trouve que je ne sais pas trop pourquoi, je n'arrive toujours pas à faire de livre où il n'y aurait que du texte. J'ai pas du tout envie de faire des livres où il n'y aurait que des images, ça c'est sûr. Mais j'arrive pas à faire de livres où il n'y aurait que du texte. Donc je continue à faire des images qui accompagnent le propos à leur manière. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est la poésie qui est mon registre, mais c'est cette forme-là qui est la mienne pour parler des choses. Ça fait très longtemps que j'ai abandonné l'ambition de faire des choses théoriques, comme j'ai pu en faire quand je faisais des études, un peu après. Et oui, c'est une forme plus libre, oui, évidemment, bien plus libre. S'il va dehors, même le chien peut rencontrer le bâton, simple et double, à usage changeant, pour regarder le monde, c'est un jouet ou bien une fibre optique. La nature en est un, magique et pétrifié, une branche taillée, finie, une antenne en bois et en Y qui tourne, puis file vers le haut et vers le bas, quand elle est tout près de l'eau. Et si l'on y plonge, droit au-dessus, en dessous, et courbé, la raison le redresse, on voit, à l'intérieur, du superflu et du reflux, un joli tourbillon qui se forme autour, un agencement propre à rendre la mesure de toute chose, une drôle d'expérience. Analogue à celle de la fourmi qui le prend pour un chemin de campagne, à celle du phasme qui en devient un bâton, ou alors une sacrée brindille, et tombe dans un sommeil profond. Il fait le mort, les yeux éteints, fixes et tournés, pareil à ceux d'une statue, s'allume une petite lumière au milieu de sa chambre aveugle,
Il cherche une chose et en rencontre une autre. On ne peut se réveiller avant que les yeux soient de retour, ou d'avoir un bâton au bout des doigts, un tube à vide. Et le bonhomme allumette danse un ballet aux effets stupéfiants, en courant continu, et chante, inarticulé, le grand poème des ligaments et des jointures. Il suit les traits de l'ombre, qui dessine une figure sur le mur comme sur le tableau noir. Il est le scribe de la nature, magique et pétrifié, qui trempe sa plume ici et là, dans la peinture, la cire, et dans la pâte à modeler, un vrai jouet, une super fibre optique. L'aberration, c'est une mesure astronomique. C'est la table des aberrations, c'est la table des mesures astronomiques pour calculer la distance et la place des planètes, je crois.